Je n'aurais jamais pensé me retrouver un jour sur un tracteur au milieu d'une autoroute d'Europe. Mais on est dans les Balkans et ici, tout est possible. Suivez-moi dans ce voyage qui n'ira peut-être pas à 100 à l'heure, mais qui nous réserve plein de surprises. Je vous emmène au cœur de l'Europe, dans l'ex-Yougoslavie, un État déchiré par la guerre puis divisé en 7 pays. Nous en visiterons 4, la Serbie, le Kosovo, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro. Départ de Pristina, la capitale du Kosovo. Petit détour par le Monténégro, puis direction la Serbie, pour une première étape à Kalenic, une deuxième à Belgrade, puis une dernière à Guča, avant de rejoindre Sarajevo et Mostar. Je prendrai ensuite la route jusqu'à Herceg-Novi sur la côte monténégrine, puis retour dans les terres à Kolašin avant de descendre la rivière Tara jusqu'à Šepan-Polje. En février 2008, le Kosovo, ou Kosova comme on dit ici, a proclamé son indépendance de la Serbie et est devenu ainsi le pays le plus jeune du monde. Cette nuit-là, on a inauguré la sculpture qui est derrière moi et immédiatement les gens se sont précipités pour le signer comme une déclaration d'indépendance. Nouveau-né! Ça se présente bien. Le Kosovo compte plus de 2 millions d'habitants. 250 000 vivent dans sa capitale, Pristina. Autrefois ville de commerce multiculturel, elle est aujourd'hui habitée en majorité par une population internationale d'humanitaires, de fonctionnaires et de soldats de la paix à l'origine de la hausse des prix. Près de 90% de ses habitants sont musulmans d'origine albanaise. Leur histoire est une longue lutte pour la liberté. Qu'est-ce qu'elle fait là? Au Kosovo, vous verrez non seulement la statue de la liberté, mais aussi le boulevard Bill Clinton et la rue Tony Blair. Les Kosovars ont de la reconnaissance pour ces deux dirigeants qui ont contribué à libérer leur pays de la domination serbe. Ah, un plis. C'est un chapeau traditionnel kosovar en feutre. La laine est d'abord détrempée, puis moulée sur une forme. Alors? C'est bien? Oui, très bien. Je suis prêt à aller faire la fête, mais je ne porterai pas ça ce soir. Ici, 50% de la population a moins de 20 ans. Ça saute aux yeux dans les rues de la ville. Et j'espère que ce sera synonyme d'une scène musicale qui bouge. Ce soir, concert de Macchiato, un groupe très populaire ici. La scène musicale a l'air en pleine expansion. Oui, on trouve tout ce qu'on veut. Quel est votre style musical? On joue de la musique traditionnelle albanaise, de la pop, du funk, du jazz, un mélange. Votre pays est le plus récent du monde. Ça vous fait quoi? Ça fait du bien, parce que dans le monde, on a tous le droit d'être libres. Avant de quitter le Kosovo, je tiens à visiter le mémorial de Gazimestan, à la sortie de Pristina. C'est un monument auquel sont attachés beaucoup d'anciens occupants serbes. Cette tour a été édifiée en 1953 pour commémorer la grande bataille de Kosovo contre les Ottomans en 1389. Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue au mémorial. Votre passeport s'il vous plaît. Les lieux sont bien gardés parce que la question reste délicate. Vous venez d'où? De Slovaquie.
Comme tout le monde ici? Oui, presque tout le monde. Après l'indépendance du Kosovo, les troupes de l'ONU sont restées nombreuses ici pour protéger des lieux sensibles comme Gazimestan. Ça fait partie des concessions accordées aux Serbes pour encourager leur retrait. Bonne visite. Merci. La bataille de Kosovo s'est déroulée il y a plus de 600 ans. Et ce sont les Ottomans qui l'ont gagnée. Mais lorsque l'ancien Premier ministre Slobodan Milosevic a prononcé son discours réhabilitant le nationalisme serbe en 1989, il a choisi de le faire ici et a crié « Vive la Serbie, vive la Yougoslavie ». C'est un super poste ici. Je ressens déjà fortement les cicatrices profondes que la guerre a laissées ici dans les Balkans. En route pour la Serbie, l'ancien siège du pouvoir yougoslave, devenu aujourd'hui un nouveau pays qui lutte pour trouver sa propre identité, tout comme ses voisins. La Serbie est au nord de Pristina, mais pour y accéder, je dois passer par le Monténégro à l'ouest. Le bus m'emmène d'abord à Peja, puis je prends un taxi pour rejaillir au Monténégro. Nous longeons ensuite la frontière et remontons jusqu'à Kalenić et Kruševac en Serbie. Je suis obligé d'emprunter cette route sinueuse, puisque la Serbie, qui refuse de reconnaître l'indépendance du Kosovo, n'autorise pas à franchir des frontières dont elle n'admet pas l'existence. Je suis dans la région agricole serbe, devant le monastère de Kalenić, où on célèbre la fête estivale annuelle. Au programme, costumes folkloriques, artisanat, musique, cuisine régionale, sport. Mais ce que j'attends plus que tout, c'est le concours de moustaches. Je vais essayer de m'y inviter. Il n'y a pas plus typique que ça. Elle vous plaît? Un jour, vous en aurez une aussi belle. Ça demande des années. Ciao. J'ai réussi à tromper la foule, mais qu'en serait-il des vrais moustachus? S'il y en a qui sont capables de repérer une fausse moustache, c'est bien eux. Vous avez le trac? Moi aussi. Vous séduisez plus grâce à elle? Non? Avec ou sans moustache, c'est pareil. Je suis avec mes adversaires. L'un d'eux, Zoran Pontic, a même détenu le record du monde, quand sa moustache était un peu plus longue. 110 mètres et des poussières selon le Guinness Book de 1991. Vous avez toujours eu une moustache ou vous la rasez parfois? Non. Elle fait partie de lui, au même titre que ses bras ou ses jambes. Est-ce qu'il vous laisse un espoir ou est-ce qu'il a toujours été le seul à pouvoir gagner? Le plus important est de participer, pas de gagner à tous les coups. Ça me plaît, ça. L'important, c'est de participer, pas de gagner. Je n'en ai plus pour longtemps. Pendant que le jury annonce les résultats du concours de la plus longue natte, je me demande quelle sera sa réaction à ma fausse moustache. Et l'heureux gagnant d'une tondeuse à gazon est Zoran Pontic, l'ex-détenteur du record du monde. Forcément, il gagne tous les ans.
Je ne quitterai pas la campagne tant que je n'aurai pas visité un monastère orthodoxe serbe. Et celui de Kalenić est un véritable joyau, construit au XVe siècle. Deux fois par jour, les religieuses y célèbrent un office ouvert au public. Elles vivent des dons des fidèles. Les Serbes ont toujours eu une grande estime pour la vie monastique. Ainsi, au XIVe siècle, la princesse Milica entra dans les ordres après la mort de son époux, le prince Lazare, lors de la bataille de Kosovo. Seules 11 religieuses vivent encore à Kalenić. En plus des prières, un programme chargé occupe leur journée. Oh, ça pue! Ces religieuses sont végétariennes. Elles élèvent tout de même du bétail pour les laitages. Elles produisent aussi du miel et du vin et fabriquent des vêtements et des bougies. Je ne suis pas très doué pour traire les vaches. Cette bonne sœur me le fait remarquer par un dicton très populaire ici. Quand vous êtes incompétent, la montagne pleure. Allez dans la forêt et réfléchissez-y. Le péché que j'avais commis en trichant au concours de moustache est expié. En route pour Belgrade, la capitale serbe. Ne vous en faites pas, je prendrai le car en arrivant au pied de la colline. Le marché de Kruševac est l'un des meilleurs de Serbie. Je vais prendre des produits de saison bien frais pour la route. Cette route a une histoire intéressante. On l'appelle l'autoroute de la fraternité et de l'unité. C'est une idée de Tito, le président de la Yougoslavie socialiste de 1945, à sa mort en 1980. Tito s'était fixé pour mission d'unir les nations de Yougoslavie. La construction de cette autoroute devait y contribuer. De Kruševac, il faut 5 heures d'autoroute pour rejoindre la capitale serbe, autrefois capitale de toute la Yougoslavie, Belgrade. Nous voilà à Belgrade, Beograd comme on dit ici. Il paraît que c'est une ville branchée, grouillante et poussiéreuse. J'espère que mon hôtel sera branché. J'ai l'impression d'être en croisière. Le plus grand charme de Belgrade, ce sont certainement ses cours d'eau. La ville se situe au confluent de deux des plus grands fleuves d'Europe, le Danube et la Save. Quel bel endroit pour les amoureux de la nature en ville. Nous sommes à l'hôtel Arka Barka, en plein centre de Belgrade, sur le Danube. Allons voir ce qui se passe sur l'eau. Il vaut mieux avoir un bon sens de l'orientation. Pas la peine de chercher les panneaux de signalisation. Il n'y en a pas. Et ils ne sont pas en anglais. Alors on se repère au coin de rue et pour le moment, ça marche. Oui, et au monument. Belgrade est dingue. Les gens sont fous. Hier, on a fait une fête dans le parc. Ouais, tous nos amis sont venus. On les avait invités dans le parc. Oui, on les a tous invités. Belgrade est réputé pour sa vie nocturne. Pour me guider, on m'a donné le numéro d'une pop star locale. Je l'ai appelée et j'ai découvert qu'elle faisait partie des Beauty Queens, un groupe de 5 filles. On va bien se marrer. Bonjour, ça va? Alors il paraît que vous sortez beaucoup la nuit? Oui, on est chanteuse. On vit la nuit. Vous vivez la nuit? Oui. Tout le monde ici commence la soirée au café. Et après ça, il y a plein de clubs. Allez, on y va. Les Beauty Queens se sont fait connaître en chantant dans les chœurs du groupe serbe qui a remporté le concours de l'Eurovision en 2007. J'ai l'impression d'être une mère poule avec ses poussins. Les filles m'emmènent dans un endroit que vous ne trouverez pas dans les guides. Le Black Panther, une péniche tzigane.
Les musiciens jouent en se déplaçant dans la salle. Ils sont payés au pourboire, tout aussi généreux que les doses d'alcool consommées ici. Les clients apprécient tellement la musique qu'il n'est pas rare qu'ils manifestent leur plaisir en tirant des coups de fusil en l'air. C'était comme si j'étais au premier rang d'un concert super festif. Un moment unique que je ne suis pas prêt d'oublier. Un grand nombre de bâtiments ministériels du cœur de Belgrade ont été détruits en 1999 pendant la campagne de bombardement de l'OTAN. C'est étrange de voir la vie poursuivre son cours au milieu des gravats. Belgrade est une survivante. Les bombes visaient Slobodan Milosevic, à l'époque où il menait la guerre du Kosovo. Pour me plonger dans l'histoire du pays, je vais visiter le musée militaire à l'intérieur de la forteresse de Kalemegdan, au confluent du Danube et de la rivière Save. Belgrade occupe un emplacement stratégique qui lui a valu de nombreuses attaques et invasions. Ces objets datent de la période ottomane. Les Ottomans sont restés ici pendant plus de 400 ans. Et quand ils ont été expulsés de Serbie, ils ont laissé beaucoup d'objets, d'armes et leur culture. On suit la chronologie jusqu'à la période moderne. Vous avez une sacrée collection de casques. Celui-ci a reçu une balle dans la tête. C'est un casque bulgare de la Première Guerre mondiale. Je sais comment vous l'avez récupéré. Le musée militaire possède une collection incroyable d'objets de guerre en tout genre, parmi lesquels les restes d'un avion furtif américain abattu par les Serbes en 1999. Le drapeau américain, armes et matériel des soldats américains capturés. On était alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, puis ennemis au moment des bombardements de l'OTAN en 1999. C'est vrai, ça arrive parfois. L'histoire est faite ainsi. Bonjour, un billet pour Guča. Je quitte Belgrade pour rejoindre ma prochaine destination par l'ancien réseau ferroviaire yougoslave. Ça ne coûte pas cher et il paraît qu'il est resté assez fiable. Je vais à Guča assister au festival annuel de trompettes. Le trajet dure environ 2h30 entre Belgrade et Požega, la gare la plus proche de Guča. Le festival de trompettes de Guča. Depuis quelques années, la musique traditionnelle connaît un regain de popularité en Serbie. Et à Guča, elle fait un tabac. Des centaines de milliers de Serbes et d'étrangers venus du monde entier envahissent chaque année cette petite ville, où fanfares et solistes s'affrontent dans une grande compétition. On danse, on écoute de la musique, on boit, on s'éclate. C'est le paradis des amateurs de viande. Il n'y a pas un animal qu'on ne passe pas à la broche ici. Ça, c'est mon plat préféré. C'est du couscous, une sorte de ragoût à base de choux qu'on sert dans les grandes occasions, comme les mariages ou les festivals. Regardez-moi ça. C'est une musique qui donne de la joie et du bonheur. C'est pour ça qu'on l'aime. Cette musique donne envie de se lever et de danser. Après des années de guerre, les habitants des Balkans n'ont qu'une envie, se lâcher et s'amuser.
Le festival, c'est aussi une compétition sérieuse. Pendant 2 jours, des musiciens s'affrontent ici, dans le stade de foot. Slobodan Salijević, l'un des trompettistes les plus populaires de Serbie, mine ici. Ça, c'est serbe. Serbe, d'accord. Serbe ou tzigane? Serbe. Ah, on sent que ça vient du cœur. C'est tzigane, ça? Quel est le secret pour jouer aussi bien de la trompette? Je joue avec mon âme, pas par obligation. Il y a une telle frénésie là en bas que j'ai eu besoin de m'échapper un moment. Mais même d'ici, on entend la musique des fanfares qui font la fête. Tout se mélange dans une grande symphonie de cuivre. Cacophonie serait plus approprié peut-être. C'est ça, Gucha. Une des joies de ce festival, c'est le réveil en musique qui nous est offert tous les jours à 7 heures. Il commence par une corne de brume, suivi du défilé des fanfares en compétition qui partent des 4 coins de la ville pour se rejoindre sur la place centrale. Good morning, Gucha! Il est 7 heures du matin et les fanfares sont déjà dans la rue. Les gens aussi. On attend les concerts de 5 groupes, mais moi, je dois filer à Sarajevo. On a le droit de faire de l'autostop dans les Balkans, mais les autochtones ont une conduite bien à eux. On vous aura prévenu. Je quitte la Serbie et entre en Bosnie-Herzégovine. Il me faudra environ 4 heures pour atteindre la capitale, Sarajevo. Nous voilà à Sarajevo. Beaucoup de gens hésitent à venir ici à cause des images de guerre qu'on a tous vues. Dommage, le pays est en paix depuis 1995 et c'est un des plus beaux endroits d'Europe. La Bosnie a déclaré son indépendance en 1992. Elle est le 4e État d'ex-Yougoslavie à l'avoir fait, après la Slovénie, la Croatie et la Macédoine, indépendantes depuis 1991. À Belgrade, le gouvernement central serbe a alors réagi en envoyant ses troupes. Sarajevo s'est ainsi retrouvé encerclé et sous les bombes pendant 4 ans, de 1992 à 1995, le siège le plus long de l'histoire moderne européenne. Regardez, la guerre est finie depuis 1995, mais il en reste plein de souvenirs. Des balles transformées en stylos, des objets en vase. Astucieux. Pour me rendre compte de ce qu'était la vie durant la guerre, on m'a conseillé d'aller voir le musée du tunnel près de l'aéroport. C'est fou, sous cette bâtisse qui a l'air normale, il y a un tunnel creusé par les soldats et les volontaires bosniaques pendant le siège. Il mesure plus de 800 mètres de long et il était le seul moyen de sortir de la ville ou d'y entrer pour ses habitants. Durant son siège, Sarajevo était entièrement encerclé de tanks et de snipers serbes, à l'exception d'un petit corridor étroit.
Le tunnel qui passait en dessous était un lien vital entre la ville et l'extérieur. Parfois, le souvenir de la guerre fait son apparition dans la ville, mais on ne se rend pas bien compte de ce que c'était. Les gens sont si chaleureux qu'on ne sent pas qu'une guerre a eu lieu ici. Il faut venir sur ce site pour comprendre ce qu'ils ont vécu. On dirait quelque chose tout droit sorti de la Seconde Guerre ou d'une guerre de tranchées à l'ancienne. Mais on n'imagine pas que ce conflit date seulement des années 1990. C'est très intéressant de voir comment les gens ont trouvé un moyen de s'échapper et de faire entrer des choses dans la ville pendant cette période très difficile. C'est Eddie Scolar qui est à l'origine de ce musée. Quand la guerre a éclaté, Eddie, alors âgé de 17 ans, est devenu soldat. Il a un lien très particulier avec le tunnel puisque sa sortie se trouvait au sous-sol de la maison de sa famille. C'était la guerre. Qu'on se serve de notre maison n'avait pas beaucoup d'importance. Je suis honoré qu'elle ait contribué à sauver des vies. C'était comment pendant la guerre? C'est comme si on avait vécu avec un pistolet sur la tempe pendant 3 ans et demi, en attendant que quelqu'un appuie sur la gâchette. C'était ça, vivre dans cette ville. Dehors, on était en danger. À la maison, on était en danger. Partout, on pouvait mourir. Les Serbes bombardaient constamment la ville. Qu'avez-vous appris de cette expérience? J'ai appris qu'il fallait vivre le jour présent et ne pas remettre les choses au lendemain. Profiter de la vie, parce qu'on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Beaucoup vous diront que le conflit de 1992-1995 était une guerre de territoire et de pouvoir. Mais elle s'est transformée en guerre ethnique, entre les musulmans bosniaques et les chrétiens orthodoxes serbes de Bosnie. Deux groupes qui vivaient côte à côte à Sarajevo depuis des siècles. Environ 40% de la population bosniaque est musulmane. Un héritage de 4 siècles de règne ottoman. Les Ottomans sont partis en 1878. C'est alors que sont arrivés les Austro-Hongrois. Sarajevo a également fait parler d'elle avec l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand d'Autriche qui a eu lieu à ce coin de rue précis en 1914. C'est cet événement-là qui a marqué le début de la Première Guerre mondiale. On pourrait passer une semaine à se perdre dans l'histoire de cette ville, et j'ai une randonnée qui m'attend. Je pars dans les montagnes. À quelques kilomètres de Sarajevo se trouve Igman. Ce sera le point de départ de ma randonnée, qui passera par Lukomir, le village le plus haut de Bosnie, puis par les gorges de la Rakinica, pour arriver à Konjic. En 1984, Igman faisait partie des sites des Jeux Olympiques d'hiver de Sarajevo. 8 ans plus tard, il se retrouvait au cœur de la zone de guerre. C'est ici que je retrouve mon guide, Tim Clancy. Qu'est-ce qu'un Américain comme vous fait ici? On me pose toujours cette question. Je suis venu ici en 1992 pour 3 semaines en tant que bénévole dans une organisation humanitaire. J'ai pas eu envie de repartir et les 3 semaines se sont transformées en 16 ans. C'est devenu mon pays. C'est un endroit magique. Il faut voir le vrai caractère et les vraies couleurs de ce pays. C'est magnifique. Ça grimpe, dites donc. Oui, ça grimpe beaucoup. Je vous ai amené ici pour vous montrer quelque chose. Voilà ce qu'on préférait ne pas croiser quand on fait de la randonnée en Bosnie. Ce panneau indique que le terrain est miné. Il y a plein de super balades à faire, mais il faut les faire avec un guide. On va traverser des terrains minés aujourd'hui? Pas pour le moment. On marche dans des endroits qui n'ont jamais été minés. On ne va même pas sur des terrains déminés, bien qu'il y en ait beaucoup dans le pays. On ne traversera que des zones qui n'ont jamais eu de mines. Ça vaut mieux pour nous. D'accord. Donc ici, ça va? Pas de problème, promis. Pour atteindre le village de Lukomir, il faut marcher plus de 6 heures, à près de 1500 mètres d'altitude.
Les années de guerre ont ralenti le développement de la Bosnie et de nombreux villages sont coupés du reste du pays. Cela contribue à préserver les modes de vie traditionnels. Avant que les hordes de touristes ne déferlent sur la région, il est encore temps de la visiter. Tim, mon guide, organise des circuits écolos avec hébergement à la ferme. Si vous réservez à l'avance, comme nous l'avons fait, on vous y accueillera selon la tradition. Il faut quitter ses chaussures avant d'entrer. C'est une coutume musulmane, mais en Bosnie, les chrétiens aussi la respectent. Ici, les repas se composent principalement de laitage et de pommes de terre déclinées sous toutes leurs formes. Ça a une odeur aigre-douce, je vais goûter. Chin. C'est fort. C'est bizarre, ça n'a pas le goût du lait caillé. C'est juste très aigre. Ça sent bon, comme une bonne tarte. Ça ressemble à une quiche. C'est très bon pour la santé. Voilà ce que les Balkans ont d'incroyable. À moins d'une journée de trajet d'une grande ville comme Sarajevo, il y a des endroits comme celui-ci, comme Lukomir. J'ai l'impression que la vie ici n'a guère évolué depuis des siècles. C'est mon deuxième jour de trek et je vais tester un moyen de transport inédit pour moi, le surf sur un tapis moelleux de foin. On fabriquait ces camions au temps de la Yougoslavie. Il y a plus confortable, mais ils roulent depuis la fin des années 80. C'est moelleux. C'est vrai. En été, les fermiers font des réserves de foin pour nourrir leur bétail pendant les longs mois d'hiver. Le camion nous arrête là, sur la route venant de Lukomir. Une marche de 7 heures nous attend jusqu'à Konjic, à travers des paysages à couper le souffle. L'âge de ces pierres est estimé entre 700 et 900 ans. Ce sont des croix, il s'agit donc sans doute de pierres tombales chrétiennes, mais on voit aussi un croissant de lune ici. Il y a donc des influences païennes et hérétiques. La tolérance des Ottomans pour les croyances païennes aurait convaincu beaucoup de chrétiens bosniaques de se convertir à l'islam. On va en voir des tas sur notre route, allons-y. En chemin, surgit le souvenir d'un passé beaucoup plus récent, un nouveau rappel de la guerre de 1992-95. Ici, il y avait un village serbe, une autre victime malheureuse de la guerre, puisqu'il a été rasé en 1992. Ils l'ont démoli? Oui. Toute son histoire effacée? Oui, disparue. Probablement en un jour. Un jour. Oui, et à tout jamais. Attention, on est proche du précipice. Après tous ces efforts, on a droit à une petite récompense. Incroyable! Les gorges de la Rakinica sont profondes. Pourtant, ce n'est rien en comparaison de celles que j'ai l'intention d'explorer dans quelques jours au Monténégro. Les gorges de la rivière Tara, les plus profondes d'Europe. Nous voici à Konjic. Il n'y passe que 2 trains par jour en direction du sud. Au revoir, à bientôt! De Konjic, il me faut 2 heures de train pour rejoindre ma prochaine destination, la ville historique de Mostar, où je passerai la nuit.
Voici Mostar. Et je suis sur le point de faire le saut de la mort. Ce pont est célèbre pour ses plongeons. Il paraît que les touristes aussi peuvent s'y essayer. Je vais peut-être faire un tour de la ville avant. Le pont de Mostar a été construit par les Ottomans en 1566. On a beaucoup parlé de sa destruction durant la dernière guerre. Et c'est en 2004 qu'il a été restauré en une réplique exacte de l'original, avec des pierres provenant de la même carrière. Mostar était un centre ottoman important, et sa vieille ville turque est sa principale attraction touristique. Elle comprend plusieurs mosquées magnifiquement décorées. Mais c'est une maison ottomane restaurée que j'ai choisi de visiter. Cette maison ottomane transformée en musée date du XVIIe siècle. C'est par ses fenêtres que son propriétaire admirait la vue sur la rivière et dans cette pièce qu'il recevait ses invités. C'est beau, non ? Le pont m'appelle, je ne peux plus reculer. Quoique, il y a un restaurant donnant sur la rivière et tout condamné a droit à un dernier repas. Vous allez plonger, qu'est-ce que ça vous fait? Ce matin, j'ai observé des types qui le faisaient et je crois que j'en suis capable. Si je pensais que j'allais me tuer, je ne le ferais pas. Je serais terrifiée. Chez nous, on dit que le problème, ce n'est pas la chute, mais la réception. Oui, c'est vrai. C'est un sacré saut. Vu d'ici, ça paraît beaucoup plus haut. Mais je suis sûr que je peux le faire. Et j'ai un peu peur de faire un arrêt cardiaque en arrivant dans l'eau glacée. Alors, comment ça se passe exactement? Vous montez là-dessus et vous sautez? On saute. Tout le monde peut le faire? Pas tout le monde, non. Nous, on fait partie d'un club traditionnel et on plonge pour l'argent. C'est pour les filles. Vous en vivez? Ouais, c'est comme ça qu'on survit. J'aimerais bien essayer. Je peux vous montrer, allons-y. Je ne veux pas le voir. Je crois qu'il débloque, il est complètement... À moins qu'il ait des problèmes d'argent. Mon coach Elvis m'a dit que l'eau était très froide et il veut me le prouver. C'est froid! Même le plongeoir installé à 10 mètres de haut pour s'exercer me semble menaçant, comme un gratte-ciel au-dessus de ma tête. Ça a l'air simple, il suffit de sauter et de rabattre les bras sur soi à la fin. Mon cœur bat la chamade. J'étais comment? Pas terrible. Je dois l'admettre. Je pensais que ça irait, mais même d'ici, c'est flippant. Elvis m'a laissé tomber. Mais heureusement, un petit garçon de 12 ans qui était là me donne des conseils. Est-ce qu'il va porter un casque? Il a des problèmes, non? Il doit avoir de gros problèmes. Mon coach a émis des réserves et le sympathique couple d'Irlandais rencontré au restaurant refuse de me voir faire le grand saut. Dire que je doute de moi serait un euphémisme. Je suis prêt, vous croyez? Je crois, oui, je sais pas. À vous de juger. À moi de juger? C'est votre vie. Bon. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous croyez? Que j'ai la tête dure comme un caillou? Désolé, je n'ai pas réussi à sauter. Un mélange de vertige et de bon sens m'a ramené à la réalité.
Il faut beaucoup de courage ou de folie pour tenter ce plongeon de 25 mètres. Maintenant, je me rends dans le dernier des 4 pays de mon aventure balkanique, le Monténégro. Au départ de Mostar, je prends la voiture jusqu'à la côte, puis je traverse la frontière pour rejoindre Herceg-Novi. Le Monténégro a échappé au pire des guerres balkaniques. En 2006, il a pris son indépendance de la Serbie. La côte monténégrine a toujours été une destination de choix pour les visiteurs riches, célèbres et glamour. Sophia Loren et la princesse Margaret y venaient régulièrement. Un James Bond a même été tourné dans la région. Où est mon yacht? Zay, allez, viens. C'est pour nous? Ça doit être une erreur. On trouve de magnifiques sites de plongée au Monténégro, mais aussi des souvenirs de l'histoire récente du pays. Regardez-moi ça, c'est un garage à sous-marins. Il a été construit pendant la guerre froide à la demande de Tito. Et ça ne m'étonne pas que cet endroit ait plu à James Bond. Je pars en excursion de plongée dans une grotte naturelle. Impossible de résister à l'Adriatique et à la température parfaite de ses eaux, ou aux 35 mètres de visibilité qu'elles offrent aux plongeurs. Je vais explorer la grotte bleue, un des sites de plongée les plus populaires de la région, qui doit son nom à sa couleur, bien sûr. Je vais plonger, puis je referai surface à l'intérieur de la grotte. La plongée en grotte est particulièrement dangereuse, car les eaux où l'on trouve des grottes sont souvent traversées par des courants forts. Mais ce n'est pas le cas ici, autour de la péninsule de Luštica. L'excursion de plongée dans la grotte bleue est calme, agréable, et à ne pas rater pour l'intensité des couleurs. C'était super sous l'eau, mais là, c'est magnifique. À certaines heures de la journée, le reflet de l'eau sur les parois de la grotte leur donne une couleur bleue étonnante. Je me dirige vers Kotor. Je vais y entrer par la baie du même nom que l'on décrit comme le seul fjord de la Méditerranée. Techniquement, ce n'est pas vrai puisqu'il n'a pas été formé par la glaciation. Mais regardez ces montagnes, c'est là que je serai demain. Kotor fait partie des sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais je suis venu ici pour échapper à la foule. Je pars donc à l'intérieur des terres. De Herceg-Novi et Kotor, je rejoins Kolašin en voiture. Puis je prends un VTT pour me rendre dans le parc national de Durmitor, jusqu'à la rivière Tara, à Radovan Luka. Mon guide, Jack Delf, a quitté la frénésie londonienne il y a quelques années pour se lancer dans le tourisme d'aventure ici, au Monténégro. Pour le moment, ça va, on roule sur du plat, mais il paraît que ça ne va pas durer. Monténégro signifie montagne noire. Hormis une étroite bande côtière, tout le pays est montagneux. L'été, les fermiers vivent dans des habitations appelées katoun. C'est dans l'une d'elles que nous allons passer la nuit. Je suis très content de faire ce trek. Ce n'est pas facile, mais l'arrivée au sommet en vaut la peine. Le paysage est différent de tout ce que j'ai vu dans ma vie. J'ai l'impression d'être sur une planète déserte. Et j'ai hâte d'aller me coucher sous les étoiles.
Voici les gorges de la Tara. Les 1300 mètres de dénivelé en font les gorges les plus profondes d'Europe. Quel voyage! Au Monténégro, on descend encore les rivières de manière traditionnelle, un peu comme Huckleberry Finn sur son radeau. En passant sous le pont de corde de Teptsa, le dernier signe de civilisation avant 40 km, j'ai l'occasion de faire connaissance avec mon guide, Danny. Là, il y a 500 mètres de parois à la verticale. On est vraiment seul au monde ici. Génial. La rivière Tara traverse le parc national de Durmitor dans toute sa longueur. Je vais en descendre le meilleur tronçon, de Radovan Luka à Čepan Polje, à l'extérieur du parc. C'est le moment que j'attendais le plus. Ah, des rochers. On s'en approche, tenez-vous bien. Autrefois, on transportait le bois en le laissant flotter librement sur la rivière. On improvisait un radeau en attachant quelques rondins ensemble pour transporter les provisions et les ustensiles de cuisine. Piloter le radeau est difficile. Il faut 2 rameurs aguerris, un à chaque extrémité de cette structure peu maniable. De quoi il se plaint? Du niveau de l'eau. Elle est peu profonde. C'est son plus gros problème. Si en hiver et au printemps, les courants de la Tara sont trop rapides et trop violents pour le radeau, en été, le danger vient de l'eau peu profonde et des rochers qui en émergent. Nous allons l'apprendre à nos dépens. On s'amusait bien, jusqu'à ce qu'on fonce sur un rocher. On essaie de s'en dégager, mais... Le courant est super fort et les rondins de bois sont très lourds. La force et la puissance de levier ne suffisent pas pour contrer le mouvement inexorable de l'eau. On ne joue pas avec la nature, c'est elle la plus forte. On est sérieusement coincé. Ça fait 40 minutes qu'on essaie de se dégager. J'ai la tête qui tourne. Je fais le maximum, mais dès qu'on faiblit, le radeau reprend sa place initiale et tout est à recommencer. Vous voyez ce que je vous disais? Allez, on reprend. Le radeau est très lourd. Il pèse plus de 3 tonnes. C'est très dur de le déplacer. On va peut-être devoir passer la nuit ici. Après des heures dans cette eau glacée, le danger nous guette. Si l'un de nous glisse, il risquera de se retrouver coincé entre le radeau et les rochers sous l'eau. Nous décidons de démonter la structure avant qu'elle tombe en ruine. L'idée est de la dégager des rochers morceau après morceau. Elle se désunit assez rapidement, sans me laisser le temps d'en sortir. Zé, viens sur la rive, s'il te plaît. Zé, viens par là. J'ai eu peur, mon pied s'est coincé entre 2 rondins. J'ai voulu le retirer, mais l'eau l'entraînait. Je me suis dit, dans quel pétrin je me suis fourré. Mais on a réussi à se dégager. Nous avons pris plus de 3 heures de retard. L'orage approche et nous devons reconstruire notre radeau. Sous une pluie incessante, nous continuons notre descente pour admirer la beauté de la nature. Je n'oublierai jamais le spectacle de ces cascades. Il ne nous reste plus qu'une zone de rapide à négocier. Mes hôtes me font assez confiance pour me laisser piloter le radeau. Heureusement, je ne referai pas l'erreur de précipiter le radeau sur un rocher. J'ai le sentiment qu'ils m'ont confié une immense responsabilité. Vas-y, essaye.
Cette excursion dans les Balkans a été une expérience incroyable. Les gens qui vivent ici ont traversé de nombreux changements ces dernières années, mais leurs traditions sont restées fortes. Et regardez cette nature! Comment croire qu'on est en plein cœur de l'Europe? Maintenant que je vous ai dévoilé le secret, à vous d'en profiter avant que tout le monde le fasse.